Bonjour, encore c'est moi. C'est le moment où je parle après l'épisode de France Inter, France Culture. Et ce moment-là, je vais parler après l'épisode de l'Odyssée, après la série de podcasts de l'Odyssée. Et aujourd'hui, donc, j'ai choisi de parler après l'une de mes préférées. Je trouve que ce que je vais parler après, je vais donc parler après les Marco Polo. Marco Polo. Oui, son voyage donc là en Chine, l'autre bout du monde. Là, oui, je vois là. Oui, on est arrivé là, ça va commencer bientôt. Alors, ça commence maintenant. Au nord de l'Italie, délicatement jeté par la centième mer Méditerranée, il y a un port qui s'appelle Gênes. Et dans ce port, il y a une place. Et si cette place autrefois servait à une prison. Dans cette prison, au troisième étage, vivait un homme étrange ce prénom qui s'appelait Marco Polo. Du matin au soir, il n'arrêtait pas de parler. Bla 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 bla. Oh ça, on peut dire que ces sérieuses malus de cielo de Pise sont vasées de cellules. Pauvre homme, c'est vrai quoi? Le bien-aimé, par grand-chose, peut voir un piqué de temps en temps, mais non, impossible. Marco Polo ne pouvait s'en empêcher sans cesse de mots graissés de sa bouche, des mots magiques, merveilleux. Alors un jour, Justicieux se mit à l'écrire. Il a rempli des pages qui ont fini par faire un livre précieux et très ancien que tu connais peut-être. Il s'appelle Le Livre des Merveilles. Pendant des siècles, il a fasciné des plus grands explorateurs comme Christophe Colomb. Pourquoi? Il contient une aventure incroyable et fascinante. Le faible voyage que Marco Polo a entrepris en 1071 pour aller de l'autre côté du monde jusqu'en Chine. La Chine, tu connais? Même si tu y es déjà allé, même si tu y vas un jour, crois-moi, ce ne sera jamais ou grand jamais comme dans cette Odyssée. D'ici quelques minutes, tu vas partir loin, tout là-bas, au-dessus de l'Est, où le soleil se lève. Et tu vas traverser des régions terrestres exotiques et inconnues. Sans doute seras-tu un peu désorienté. Mon conseil, laisse-moi te guider et accepte de te perdre dans un étonnant voyage. Au tout début de l'aventure, avant son grand départ, Marco Polo a 17 ans et vit à Venise, une autre fabuleuse ville du nord de l'Italie. En son temps, les hommes sont fascinés par l'Asie et plus particulièrement par le grand empire qui est presque en train de conquérir le monde, l'empire mongol. À sa tête, il y a un homme qu'on appelle le Grand Khan. C'est le petit-fils de Gengis Khan, le plus grand conquérant de tous les temps.
Grâce à lui, le territoire mongol est presque del mythe et s'étend de la Chine, de porte de l'Europe, en passant par la Russie, l'Irak, l'Afghanistan et bien sûr la Mongolie. Niccolo, le père de Marco Polo, et Maffei, son oncle, connaissent ce grand Khan. Il rencontre dans le grand voyage dont il vient tout juste de l'entrée. Ce sont des riches marchands. Pendant des mois, voire des années, ils parcourent les routes de l'Orient. Lorsqu'ils rentrent, les cadres et bateaux s'engagent des prépices, des soies brillantes et bien sûr, des pierres précieuses. À peine de retour, ils n'ont qu'une idée, qu'une obsession, repartir. Pourquoi? C'est très simple. Ma foi, je le comprends. Il veut avoir les étoiles plein les yeux. Il veut revoir les grands Khan. L'habitant Xiando, tout au nord de la Chine. C'est un secret voyage, c'est vrai, mais cela ne le fait pas peur. Il veut grossir la mer, il marche sur la terre, il voyage longtemps de chameaux sur les fonds des îles environs. Cette fois, Marco Polo décide de partir avec eux. Lui aussi il veut voir le monde, et surtout le grand Khan. Il est excité comme une puce. Nous sommes en 1971 dans le port de Venise. C'est un petit matin tout enveloppé de brume. Un bateau sans faire de bruit vient de quitter le quai. N'importe avec les 3 Italiens dans le premier tranchement se termine par un nom. Niccolo, Maffei et Marco. Ils ne le savaient pas, mais le grand voyage va durer 24 ans. Mamma mia, j'espère que je vais et du paire de chaussettes. D'abord, il longe la côte italienne en direction du sud. La Méditerranée calme et transporte sans chahuter. Debout sur les ponts, Marco lâché de pour son corps sous un ciel parcouru de frissons. Waouh! Alors ça semblait de ça depuis d'une grande aventure de tir par le ciel de la mer. En loin, il aperçoit la Grèce, quelques jours plus tard, la Turquie. Et le soleil lui reste se faire le dos. Assolutamente delizioso. Enfin, nos 3 Italiens s'attrapident à cause de la port de Sanda, nord de la baie d'Haïfa. Ils font quelques provisions, ils achètent des dates de pochiches, puis ils se remettent à route fils à fils quand le chemin est long. À cheval et à pied, on traverse la petite, puis la grande Arménie en passant, bien sûr, par la Turcomanie. Les paysages sont magnifiques. C'est un véritable amusement pour l'œil qui passe sans cesse du plan vide des hautes montagnes désenneigées envers le pâturage, aussi plan que de faits de papier. Sur la route, Marco entend s'élever très dans le ciel la voix du musulman qui fait l'appel à la prière pour les musulmans. C'est très bon et assez impressionnant. Tous les 30 km, il s'arrête pour dormir. Ainsi passent plusieurs semaines. Vendredi, je ne me souviens pas exactement lequel, mais enfin, peu importe. Ils arrivent aux portes de la ville de Tabriz, pas très loin de la frontière avec la Perse. Tabriz, Marco en avait entendu parler, il avait l'air de l'avoir. Laisse-moi te dire qu'il n'est pas déçu.
Dans cette immense vue se croisent des visiteurs du monde entier. À chaque coin de rue, ou presque, on trouve de magnifiques jardins où des poètes viennent de composer leurs vers. Après-midi, Malco adore se perdre dans notre Noël du Grand Bazar. C'est incroyable, on y trouve de tout. Des tapis, des objets étranges, des poulets, des pédrés, des roues, des parfums crâtes, des narines et des diamants, et des rubis, des émeraudes, des aigres si grosses que ton poing. Maffeo et Nicolas en profitent pour faire quelques empreintes, puis ils reposent quand il sacré les automnes, traverser les masses déserts au centre de la Perse. Il part au petit matin. Déjà, la chaleur est suffocante. Ici, il n'y a pas d'eau, nulle part. Enfin, si, dans des petits puits, mais avec tout vert amer et salé. Il faut être vraiment fou pour être trempé les rêves. Devant eux, derrière eux, partout, à perte de vue, sur des kilomètres, s'étendent des sables et des grands rochers jaunes et blancs. L'air, comme le sort, sombre là. Tiens, remarque Malcolm, on pourrait que faire que neuf. Tu sais, c'est une drôle d'expérience que de traverser le désert. La nuit, lorsque la ligne est claire à l'infini, les hommes ont même besoin de délire la langue et de s'y raconter d'étranges histoires. Malco entend parler d'une jeune feuille froide dans les dents. Je te préviens, ça va faire un petit peu peur. À des kilomètres, plus au nord, vivait un méchant extrêmement cruel qui s'appelait le Vieux de la Montagne. À l'intérieur de ce château, il y avait un magnifique jardin où coulaient des fontaines de lait et de miel. Ce petit paradis était en fait une prison magnifique dans laquelle est retenu des jeunes gens qui l'obligeaient de commettre d'horribles crimes en les droguant. D'horribles crimes en les droguant. Après avoir entendu ces histoires, Malcolm ne fermait pas les yeux de la nuit. Heureusement, le lendemain, ils sortent du désert. Les trois voyageurs sont arrivés au centre de l'Asie. Fatigués mais déterminés, ils poursuivent leur chemin. Ils croisent des montagnes de sel, des magnifiques rubis, des arbres bruns chargés de pêche et aussi quelques porcs qui piquent. Cela fait quelques années que les colons quittent venir. Ils ont déjà preuve de courage. Ils vont les devoir en redoubler. Bienvenue dans la région du Pamir, l'une des plus grandes montagnes du monde. À 11 sommets enneigés, il n'y a pas âme qui vive, ni prané, ni animal. Rien. Seulement le froid, des cailloux atrocement pointus et la glace. L'ascension, la descente dure plus de 115 jours. C'est long. À la fin, Malco a les mollets bien musclés. Tant mieux, car les pauvres ne sont pas arrivés au bout de leur peine. Après la montagne, ils retrouvent le désert, un autre désert un peu plus grand et surtout plus dangereux et fascinant. Désert de Gobi. Il est si vaste qu'il faut au moins une année pour le traverser d'est à ouest.
Entre les tempêtes de sable qui sont fréquentes, parfois, les bruyères sont tombées dans le milieu du jour, alors on croit que la nuit est arrivée. Mais il y a plus effrayant. Il y a les esprits, puis les éclairs, pour les faire traverser les chemins. Voilà quand les gens entrent. Les femmes musiciens bons avec ses doigts, se bouger les tempêtes. Épuisé et sans doute au bout du roulant, qu'à travers les débats de Venise, les polos arrivent à Tessiando, la magnifique cité du Grand Khan. Marco regarde autour de lui, il craignait des yeux, il n'arrivait pas à y croire, ils l'ont vraiment fait, ils sont arrivés jusqu'en Chine. Discrètement, une fille se frotte. C'est atroce, ça fait mon père, tant pis. Pas le temps de prendre une douche, il te repense, il fait tout de suite aller les voir très gentiment. Il accepte de les recevoir dans son palais. Au bout d'un long couloir entièrement recouvert d'or, des portes s'ouvrent. Sous un ray de lumière, entouré de tous ces barons, apparaît un grand Khan. Très impressionné, le trois voyageurs s'agenouillent devant lui. Marco Polo reste 17 ans en Chine. Avec le temps, il apprend à connaître l'empereur. Celui-ci lui fait confiance et lui demande d'exécuter les missions de la plus haute importance. Certains racontent qu'il serait même devenu son espion. Et puis, un jour, le Polo décide de rentrer en Italie. Cette fois, il faut le voyager en bâton. C'est un peu moins longtemps qu'à pied, que ça prend tout de même à peine de temps. En 1253, ils sont de retour à Venise. Assis devant la maître, Marco prend un café inséré. Il regarde l'horizon. Il y pense à la Chine, à sa grande aventure, lorsque, Mamma mia, tout à coup, il a oublié des slips et des paires de chaussettes. Le livre de mes veilles, dans lequel Marco Polo raconte sa grande aventure, porte également un autre nom, le dévisement du monde. Dévisement, c'est un mot ancien qui veut dire description. Les Italiens donnent encore nom de cet ouvrage en versant la paix et le milione. Lorsque notre aventurier termine de l'écrire, avec son camarade désiré se lire l'Hostiche à l'épice, nous sommes mes amis de 198. L'imprimerie n'existe pas encore, alors les Italiens font des copies à la main et le livre, petit à petit, se met à circuler dans toute l'Europe. C'est l'un des premiers best-sellers de l'histoire. Fond de temps, j'explique de la contre-ligne servant que ce qui se contient. Que ce que Marco Polo a fait à la cour du Grand Khan, ce qu'il s'est passé de notre voyage de trésors, comment il se retrouvait en prison à la fin de sa vie, tout cela, je te l'ai révélé dans une autre Odyssée. Je te l'ai révélé dans une autre Odyssée. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Merci aussi à vous d'avoir suivi moi. J'étais moi, Me and You Learning French. Ça, c'était les Odyssées du Louvre, l'explorateur Marco Polo et les meilleures veilles du monde. Donc, son voyage en Chine, comme l'explorateur là. C'était Marco Polo. C'était les Odyssées du Louvre, l'épisode. Vous pouvez trouver le vrai original et podcast ici sur la description. Juste, vous allez là, sur la description, vous allez voir les Odyssées là. Il y a, et vous pouvez l'écouter sur le podcast, ou vous pouvez vous rendre sur le français. C'est le radiofrance.fr, ce site là.
Il y a beaucoup de tous les podcasts que j'ai fait sur ma chaîne et vous pouvez le trouver là. Merci, c'était moi, Me and You, Line French. J'espère que vous allez devenir mes abonnés sur ma chaîne. Merci.